Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Antoine Noël, vous avez 33 ans, c'est ça ? Exact. Japet existe depuis 2016. Vous venez du nord de la France, école d'ingénieurs, Centrale Lille. Vous avez fait le MIT à Boston et vous avez fondé Japet alors que vous étiez encore étudiant. Pourquoi ? Vous avez pu l'attendre ? Alors, j'ai traversé l'Atlantique avec des entrepreneurs et après avoir développé des exosquelettes au MIT, au moment où je suis rentré, je me suis dit, je vais créer une entreprise d'exosquelettes. Mais pourquoi ? C'était en 2016, en plus, on n'était pas tellement là-dedans. Alors, en fait, je me suis associé. Moi, j'avais fait des exosquelettes pour l'armée, donc développer des exosquelettes pour l'armée française, l'armée américaine, donc une thématique complètement autre. Et je m'étais rendu compte que la problématique santé était vraiment beaucoup plus pertinente et correspondait mieux à mes valeurs. Et également, je me suis associé avec une designer produit, Amélie Blondeau, dont la maman avait eu des graves problèmes de dos. Lié à son travail ? Effectivement, dans son quotidien, elle avait des grosses problématiques de troubles musculo-squelettiques qui avaient amené à des problématiques de dos. Donc là, vous êtes dit, je vais monter mon entreprise avec votre associé. Ça s'appelle Japet Médical, J-A-P-E-T. Ça existe depuis 2016, mais la vraie commercialisation a démarré en 2021. On vous écoute pour le pitch et puis après, on va écouter les conseils de Marie-Sœur Madiras. On vous écoute. Alors effectivement, comme vous le disiez, aujourd'hui, dans les personnes qui nous écoutent, il y a 4 personnes sur 5 qui sont déjà impactées ou qui vont être impactées par le mal de dos. Et on parle aujourd'hui plus spécifiquement des 2 millions de salariés qui aujourd'hui souffrent dans leur quotidien au travail. On parle de techniciens, on parle de soudeurs, on parle de soignants. Toutes ces personnes on parlait des cols bleus tout à l'heure. Et donc nous, notre objectif, ça va être de soulager ces personnes qui souffrent du dos, mais également d'accompagner à la prévention de ces problématiques du dos. On travaille notamment avec des entreprises comme Naval Group, Engie, dans l'industrie, également Nestlé, Michelin ou FM Logistique. L'impact qu'on va avoir, c'est tout simplement de réduire les troubles musculo-squelettiques en réduisant les arrêts de travail. Et donc ça a été un succès puisqu'aujourd'hui on est l'entreprise leader sur le secteur des exosquelettes contre le mal de dos en France avec plus de 1000 exosquelettes vendus et une internationalisation qui débute très très fort. Donc ça démarre fort. Merci pour votre pitch, Antoine Noël, cofondateur de Japet. Ces troubles musculo-squelettiques. Benoît Serre, vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH. Vous le voyez tous les jours, c'est le quotidien quand on est DRH. Selon les activités, les activités que vous avez, les TMS sont extrêmement présents. Vous savez qu'il y a 2 grandes causes de maladies professionnelles aujourd'hui, c'est TMS et les causes de santé mentale, qui sont quasiment à égalité aujourd'hui dans les éléments de statistiques, ce qui est une nouveauté, parce que pendant longtemps, les TMS ont été largement dominants. Et là, aujourd'hui, vous avez malheureusement un rééquilibrage des deux, mais pas une baisse de l'un par rapport à l'autre. Donc c'est un sujet effectivement majeur, d'autant plus avec le prolongement de la vie au travail, où effectivement, malheureusement, la douleur n'attend pas le nombre des années non plus. Marie-Sœur Madiras, vous êtes entrepreneur, vous avez eu beaucoup de salariés, vous avez rencontré ces problématiques-là de TMS, de troubles musculo-squelettiques ? Dans les métiers dans lesquels je suis moins. Oui, mais il y en a quand même. Mais il y en a certainement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'étais pas au courant de ce type de solutions qui sont nécessairement intéressantes pour des gens qui travaillent, entre autres, à l'usine, dans notre cas. À l'usine, ou maintenant avec même si les plateformes pour tout ce qui est logistique, dans les livraisons de colis, sont équipés de robots, on les voit, ces petits robots qui déambulent dans les allées, mais tout de même, ça reste des métiers avec une forte pénibilité, Antoine Noël. Moi, je pensais plus à eux aujourd'hui. Alors en fait, tout ce qu'on a pu automatiser depuis 20-30 ans, on l'a automatisé. Sauf qu'aujourd'hui, un soignant à domicile, par exemple, vous n'allez pas l'équiper d'un robot. Bien sûr. Quelqu'un dans la logistique qui va porter des meubles qui changent de forme et de taille tout le temps, c'est impossible à automatiser. Impossible. Donc vous proposez quoi ? Ces exosquelettes, c'est quoi ? On le met sur nous ? Si moi je suis manutentionnaire, comment je l'utilise ? Alors l'exosquelette, ça peut faire un peu peur. Le mot fait un peu flipper. Fait un peu peur. Il y a 5 ans, quand on parlait d'exosquelette, les gens nous disaient attendez, je vous arrivais avec Iron Man, Alien. Moi j'imagine ça aussi. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a pris le parti complètement inverse. C'est une espèce de petite ceinture lombaire qui intègre des micromoteurs qui va agir comme un amortisseur sur la colonne vertébrale. Donc c'est assez discret. Ça se voit pas sous un pull. C'est encore trop imposant pour nous. Il y a un vrai enjeu de démocratisation de ces solutions. Vous le vendez à qui ? À des particuliers ou aux entreprises qui emploient ces salariés qui risquent de souffrir de ces troubles ? Alors on le vend aux entreprises. D'accord. C'est l'entreprise qui investit et qui peut bénéficier de financement dans le cadre de handicap, mais c'est l'entreprise qui investit dans la santé de ses collaborateurs. Et quand on sait qu'un arrêt de travail, c'est à peu près 8 000 €,
C'est un investissement qui est généralement très rentable, notamment dans les structures où les salariés vont être soumis à des forts risques professionnels. Si vous êtes parmi nous ce soir, Antoine Nouel, on l'a bien compris, ça marche bien. Vous êtes en train d'internationaliser. Vous avez plus de 100 clients avec des grands groupes, SNCF, Decathlon et autres. Mais tout de même, vous avez besoin de lever des fonds. Comment aujourd'hui, le financement, ça a été principalement via déjà des levées de fonds pour monter la boîte? Alors, on est une entreprise de robotique médicale, donc il faut savoir qu'on a dépensé à peu près 4 millions d'euros avant de faire un premier euro de chiffre d'affaires. Donc, on a été largement financé par des levées de fonds, et en ce moment, on fait des campagnes de financement participatif parce que ça permet d'intégrer nos clients et utilisateurs dans cette démarche à la fois de conception mais de déploiement des solutions. Donc, vous devez lever des fonds, vous devez trouver plus de clients, j'ai l'impression que c'est bien parti tout de même, et augmenter votre capacité de production. Pour cela, évidemment, on a Marie Sermadiras qui est la coach de ce soir sur Europe 1 qui a toutes les réponses, n'est-ce pas Marie? Toutes peut-être pas, je n'aurais pas cette arrogance-là, mais j'espère certaines. Allez, c'est à vous. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors, on l'a compris, vous, cette solution, vous la trouvez, vous la validez quand je vous ai vu réagir tout à l'heure en écoutant le pitch. Tout à fait. Je trouve ça très pertinent. Je trouve que ça résonne beaucoup avec ce qu'on s'est dit juste avant. On parlait d'augmenter les capacités du salarié ou de l'homme. Et là, on est parfaitement dans cette dynamique. On n'est pas là pour remplacer l'homme, on est justement là pour compléter en fait l'homme et éviter son remplacement éventuel par de nouveaux types de robots, de nouveaux types de machines qui pourraient se développer. Donc ça, c'est parfaitement dans l'air du temps. Et comme vous le disiez, ça répond parfaitement aux besoins des entreprises qui ont de plus en plus envie de lutter contre l'absentéisme et contre le coût engendré par les arrêts maladie. Là-dessus, je trouve que c'est... Donc là-dessus, le marché et la réponse à cette problématique sont parfaitement au point. Sont en adéquation. Par rapport au levée de fonds qui est en cours, là, il y a un crowdfunding avec une campagne de financement participatif qui est en cours actuellement. Alors qui est en cours, on vient d'atteindre le maximum il y a quelques minutes. Félicitations. Peut-être l'effet Europe 1. Et par contre, effectivement, on a augmenté le plafond puisque c'est une campagne qui fonctionne très bien. Et c'est quoi le plafond? Alors c'était 800 000, on va passer à 1,2 million. Marie Sermadiras. Moi, ce qui m'intéresse, je comprends tout à fait qu'en effet, vous ayez besoin de lever autant d'argent parce qu'il y a beaucoup de recherche et de prototypage produit. Aujourd'hui, à quoi sert plus particulièrement cette levée de fonds? Vous avez parlé de la commercialisation qui a l'air de bien se dérouler. Est-ce que vous arrivez à trouver une forme de rentabilité auprès de vos nouveaux clients? À quoi sert ce financement? C'est du BFR, c'est de la recherche additionnelle, c'est des nouveaux produits? Oui, ça va servir à quoi? À quoi cela va servir? Alors exactement, je pense que vous êtes conscient qu'aujourd'hui sur le marché des levées de fonds, notamment sur le médical, il y a une vraie problématique il n'y a plus de fonds aujourd'hui à cause de la hausse des taux d'intérêt notamment. Et donc aujourd'hui, la plupart des entreprises, nous y compris, vont basculer sur un modèle de rentabilité. Donc là, on est quasiment rentable. Et donc maintenant, on bascule d'un modèle où on finance de la perte à un modèle où on finance de l'investissement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc cette levée de fonds, elle va surtout servir à industrialiser ce produit pour le démocratiser, mais également développer des nouvelles générations de produits et ouvrir de nouveaux marchés. Donc effectivement, c'est plutôt de l'investissement pour de la croissance future. Marie Sermadiras, quels conseils pourriez-vous donner? Parce que même s'il est très bien lancé, Antoine, pour Japé, les 2-3 petits conseils de ce soir? La première question que je me poserais serait vous parlez d'industrialisation du modèle. J'ai cru lire que vous étiez 100% made in France. 98%, le reste est en Europe. C'est où? C'est dans le Nord? Alors, on fabrique dans notre local dans le Nord. Où? À Los, au niveau de l'hôpital de Lille. Et donc, c'est j'imagine, un prototype. Le but, c'est qu'il y ait une quantité importante, j'imagine, et que ça soit industrialisé. Ça réclame beaucoup de travail manuel ou c'est automatisable, cette partie de la production, ou pas tant que ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde notre production, c'est très artisanal. Aujourd'hui, on vend à des artisans parfois et on produit un peu comme des artisans. Mais aujourd'hui, si on veut démocratiser ces solutions pour les rendre accessibles aux boulangers, aux particuliers, effectivement, il y a un vrai enjeu d'automatisation, peut-être intégrer des robots dans notre ligne de production notamment. J'imagine, parce que le premier ressenti que j'aurais, c'est qu'en effet, si on a envie de garder du made in France et de faire quand même à des échelles industrielles, il faudrait certainement mettre de l'industrialisation, sinon vos prix risquent d'être assez importants pour les clients. Côté client, quel est le principal frein? Alors, on a 2 principaux freins aujourd'hui sur notre marché. Le premier, c'est la rentabilité de la prévention. Quand on arrive dans les entreprises et qu'on dit aujourd'hui un exosquelette, ça coûte entre 7 et 8 000 euros, les entreprises vont nous dire je sais pas. En fait, je sais pas. Et aujourd'hui, les premières personnes qui ont investi, c'est plutôt des gens qui ont investi sur un côté très humain. En fait, ils se rendent compte que leurs équipes sont cassées en deux. Et donc, effectivement, ils investissent parce qu'ils se disent
quel qu'en soit le prix, en fait. Quel est le secteur où vous voyez où les équipes sont vraiment cassées en deux, comme vous dites, je reprends votre expression, Antoine Noël, c'est quel secteur d'activité, sans nous citer les noms des boîtes, évidemment. Mais... Alors, en fait, il y a des secteurs dans lesquels il y a des graves problématiques de troubles musculo-squelettiques. Il y a le soin à la personne. Aujourd'hui, c'est un secteur qui tient grâce au dévouement des soignants. C'est incroyable ce que vous dites ce soir. Le bâtiment, la logistique. Aujourd'hui, la logistique, c'est des tonnes, c'est plusieurs tonnes par jour cumulées. Donc quand les personnes que vous rencontrez ils disent leurs salariés sont cassés en deux, c'est réel, ils n'arrivent plus à se tenir debout. C'est réel, on travaille, l'un de nos premiers clients était un maréchal ferrant, et il nous dit, alors moi j'adore mon métier, mais je sais que dans 10 ans, je ne pourrai plus le pratiquer. J'ai une espérance de vie professionnelle de 10 ans. Donc en fait, il disait, quel qu'en soit le prix, aujourd'hui j'ai besoin d'investir. Donc on y mettra le prix. Marie, si en effet un investissement et pas une dépense pour les entreprises. Quid des prévoyances, des mutuelles, de la sécu, est-ce que ces gens-là peuvent être les clients futurs ? C'est clairement notre objectif. On est aujourd'hui une entreprise médicale, donc on a une vraie démarche de mesure et de quantification de l'impact. Et notre objectif, c'est de travailler avec les mutuelles justement pour quantifier le bénéfice et assurer potentiellement une prise en charge. Vous en connaissez, Marie ? Vous pourriez éventuellement le mettre en relation ? Tout à fait. Ouais. Bon, c'est formidable. Ouais, c'est ça la France bouge. Avec plaisir. Merci beaucoup pour vos questionnements et vos conseils, Marie Sermadiras. Je me tourne vers vous, Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn. Vous en pensez quoi ? Quel regard portez-vous sur Japé ? Un regard profondément admiratif à plein d'égards. Le premier sujet, c'est l'innovation. Le second, c'est l'internationalisation. Et puis le troisième, et fort probablement le plus important, c'est ce que Marie soulignait, c'est-à-dire l'adéquation entre l'offre et les attentes du marché, tant des entreprises que des professionnels eux-mêmes. Donc, et puis, in fine, ce qui m'a beaucoup frappé dans le pitch d'Antoine, c'est le fort ancrage avec ses valeurs personnelles et le fait que le problème qu'il a souhaité résoudre au tout début était un problème éminemment personnel. Humain, on revient encore à l'humain. Voilà, donc beaucoup d'admiration et beaucoup d'émotion. Bravo. Merci. Merci à vous tous. Vous restez évidemment autour de la table de la France Bouge. On va continuer à parler d'emploi, recrutement, compétences, de ce temps qualitatif dont on a besoin entre un recruteur et un salarié. Mais d'abord, on va faire une petite pause en musique sur Europe 1. On va écouter Diana Ross, Upside Down.